Dernière session pour l'année 2015. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Bonjour Georges. Bonjour. Bruno Gollnisch, l'Union européenne, le Parlement européen s'occupe aujourd'hui de l'Union de l'énergie en marge de la COP21. Vous avez là-dessus un commentaire? C'est une grande victoire la COP21, tout va bien, la planète est sauvée, Bruno Gollnisch. Je remarque que vous m'interrogez sur l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle pour Madame Claire Tesson. De France 2. Qui est de France 2, enfin qui pige pour France 2, je suppose, et qui censure impitoyablement mes interventions en disant « mais c'est affreux ». C'est affreux, il détourne les micros du Parlement européen pour parler d'autre chose que d'Europe. Alors parlons de ce sujet, si vous le voulez bien. Et de COP21, François Hollande... La montagne a accouché d'une souris, même si c'est une souris verte. Je dois dire que je regardais ce matin Arte, qui me montrait par quelles opérations statistiques extraordinairement complexes on était parvenu à la conclusion que le réchauffement climatique était directement lié à l'augmentation de CO2. Alors on nous montrait qu'il y a un savant qui avait travaillé pour la bière Guinness et qui avait établi une formule statistique extraordinaire. Et on en donnait un exemple étonnant, mais c'était dit très sérieusement sur Arte. Quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer la victoire des équipes de foot ? Alors, est-ce que c'est l'âge des joueurs? Est-ce que c'est pas leur motivation, leur nationalité, etc. Non. Et alors, on a découvert que ce qui permettait d'expliquer le succès d'une équipe de foot, c'était le montant des salaires des joueurs. Bon, ce qui est typiquement, effectivement, le type de raisonnement du GIEC, c'est-à-dire du groupement de prétendus experts qui a servi de base à cette COP21. Parce qu'il est évidemment absurde de dire que le montant des salaires des joueurs est la cause de leur réussite. C'est l'inverse qui est vrai. C'est parce que les meilleurs joueurs sont plus chers que les autres qu'on leur donne des salaires plus élevés. En revanche, voilà. La température augmente quand même, c'est un fait. Est-ce qu'il faut agir là-dessus? Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions en matière de politique énergétique? On doit se poser des questions, mais on doit se poser des questions, comme vous le dites très justement, on doit avoir le droit de poser des questions. Et j'ai déjà ici même stigmatisé le fait, par exemple, que la directrice de France 2 ait licencié l'ingénieur chef du service de météorologie, M. Verdier, si ma mémoire est bonne, pour avoir publié en dehors de son activité professionnelle sur la chaîne un livre dans lequel il mettait en cause la compétence de ces fameux experts du GIEC dont on s'aperçoit que beaucoup ne sont pas du tout des experts météorologues. Toujours est-il que des réchauffements du climat au cours du dernier million d'années, et même il y a encore quelques dizaines de milliers d'années au Quaternaire, on en a connu 4. Hein. Ici, il y avait une épaisseur d'1 kilomètre de glace. Puis un peu plus au sud, quand même, il y avait des mammouths, des rhinocéros à poils laineux, etc., de toutes choses, tous animaux que cet été j'ai découvert avec grand intérêt dans la grotte du Pêche-Merle, dans le Lot, qui montre quand même que la France est un pays qui est habité depuis longtemps, qui a un stock français, un indigénat, n'en déplaise au contempteur de ma collègue Madame Nadine Morano. Bon, on était là depuis longtemps. Il y a un réchauffement climatique. Ces réchauffements climatiques, ils ne doivent rien à la consommation des voitures diesel de l'homme de Cro-Magnon. Hein. Bon, donc moi je dois dire, je ne suis pas climato-sceptique, je suis encore une fois ouvert à la discussion. Je dirais comme en d'autres domaines, j'ai dit parfois, et ça m'a été amèrement reproché, c'est aux scientifiques d'en discuter, mais je lirai leurs travaux avec le plus grand intérêt. Alors restons dans le domaine du climat. Y avait-il une chaude ambiance aujourd'hui au Parlement européen, Bruno Gollnisch, puisque je crois que l'on discutait du dossier sur le renforcement de l'union économique et monétaire? Oui, je crois que cette union économique et monétaire est un échec patent, puisqu'il s'avère que l'euro dont j'espérais quand il a été créé, je n'y étais pas 100% hostile, je le confesse, j'espérais qu'il serait une monnaie susceptible de s'imposer face au dollar comme monnaie de change et qui permettrait par conséquent aux pays d'Europe de faire ce que font les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de financer leur déficit en exportant leur monnaie, qui trouvent s'agissant du dollar, preneur chez les monarchies pétrolières et un peu partout dans le monde. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et il est évident aujourd'hui que l'euro est un carcan. C'est un carcan qui impose à un certain nombre de pays, comme la Grèce, le Portugal et d'autres, peut-être demain la France d'ailleurs, des restrictions extrêmement humiliantes.
la France, elle s'est assise dessus. Par conséquent, nous n'avions pour nous autrefois qu'un seul prix Nobel d'économie. Il est vrai que c'était le seul prix Nobel d'économie français, Maurice Allais. Maintenant, je crois qu'il y en a 10 ou 12 qui rejoignent nos analyses sur ce sujet, mais ça n'empêche pas le mensuel ou l'hebdomadaire, je ne sais pas, Challenge, qui se pique d'expertise économique, de dire que nous sommes nuls en économie. Alors je lance un défi aux membres de la rédaction de Challenge, voilà, qu'ils acceptent là aussi le débat, parce que c'est du débat de la confrontation que sortira la vérité. En revanche, votre position sur les frontières, également discutée au Parlement européen, ce sont les frontières européennes et la création d'une garde frontière. Est-ce que ça, par contre, c'est pas un espoir pour les nations européennes qu'enfin le Parlement s'occupe de ce sujet? Oui, sauf que ces gardes frontières européens, ils seront imposés aux États membres. Et ils seront imposés aux États membres, et peut-être seront-ils pas imposés dans le sens que l'on souhaite. Ils seront imposés aux États membres avec toute la régulation ou la non-régulation de l'immigration qui va avec, c'est-à-dire qu'on leur imposera tel ou tel critère d'admission dont peut-être ils ne souhaitent pas. En défaveur des nations. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un empiètement supplémentaire sur une compétence nationale absolument cruciale, primordiale, c'est-à-dire la maîtrise de leur territoire par les États membres. Ils ne pourraient pas s'opposer à l'intrusion de cette force armée étrangère sur leur territoire, ce qui quand même pose un très grave problème. Je dois dire que je ne crois pas aux forces internationales. À Luxembourg, à cette conférence qui réunissait des délégués de tous les parlements des États membres et 5 délégués du Parlement européen dont j'étais, conférence qu'on appelle la COSAC, nous avons auditionné l'amiral français qui commande en second, je ne sais plus exactement, les forces navales qui sont en Méditerranée précisément pour faire face au trafic humain auquel on se livre depuis que la Libye, merci M. Sarkozy, merci M. Bernard-Henri Lévy, est en état de complète anarchie et que la moitié de son littoral est aux mains des islamistes. Or, c'est extraordinaire, l'amiral Bléjean nous disait en particulier que depuis qu'il y a un contrôle relativement efficace, je dis relativement efficace, eh bien par exemple, les passeurs, ils n'envoient plus maintenant des bateaux capables de traverser jusqu'à Lampedusa ou jusqu'aux côtes d'Europe. Ils envoient volontairement des esquifs incapables de tenir la haute mer, et dès que ces bateaux-là ont franchi les eaux territoriales, ils appellent eux-mêmes les secours pour qu'on vienne les secourir. Il est évident qu'il faudrait faire, par exemple, le blocus des côtes libyennes, mais il est absolument ahurissant que nous n'ayons toujours pas mandat de le faire ou que nous n'ayons pas pris la liberté de le faire, s'agissant d'un État qui est en situation de complète anarchie. Alors restons, si vous le voulez bien, Bruno Gollnisch, sur les questions migratoires. Madame Merkel est intervenue ces dernières heures, un discours d'ailleurs assez confus, où on croit comprendre qu'elle est pour un arrêt de l'immigration, tout en disant dans le même temps qu'il s'agissait de continuer à accueillir ces immigrés. Avez-vous compris un peu ce discours de Mme Merkel? Je crois que c'est à usage interne, mais effectivement, contrairement à ce que la presse a dit, notre presse a dit, ça n'est pas du tout un renoncement à l'accueil de centaines de milliers, de millions d'immigrants sur le territoire allemand. Elle a maintenu dans ce domaine ses positions. Et je dois dire que la réponse de la plupart des gouvernements européens dans ce domaine est assez débile. Quand vous voyez la ministre de la Justice suédoise, par exemple, de son côté, qui vient pleurer littéralement, physiquement, à la télévision parce qu'elle se dit incapable d'accueillir davantage de migrants, et que ça devient en Suède, vous vous rendez compte, en Suède, tout au nord, un problème extrêmement grave, extrêmement sérieux, c'est véritablement l'Europe passoire. Et je dois dire que je m'interroge sur ce suicide démographique allemand. Est-ce que c'est une conséquence de la Schuldfrage, de la question de la responsabilité?
et de l'opération de décérébration de ce peuple qui fut naguère conquérant à l'excès, je m'empresse de le dire, bien sûr, mais entreprise de décérébration, je dirais, quotidienne, matin, midi et soir, contre toute espèce de réaction nationale, même légitime, auquel il est procédé depuis 70 ans. Est-ce que c'est une volonté de peser à la baisse, certainement, sur les salaires? Est-ce que c'est théologique? N'oublions pas que Mme Merkel a été à la fois, je dirais, protestante, mais fille d'un pasteur, et communiste. Elle a été doublement internationaliste. Elle est d'une des très rares familles allemandes à être passée de l'Ouest libre à l'Est communiste volontairement, alors que tant d'Allemands se faisaient tuer pour essayer de retrouver la liberté en sens contraire. Toujours très intéressant d'étudier un petit peu le passé des gens, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait exactement. Je crois que cette personnalité cache beaucoup plus de mystères qu'on ne nous le dit. Alors en France, c'était les élections régionales, Bruno Gollnisch. Pour votre formation politique, c'est un échec? C'est une déception, parce qu'on finissait par y croire, effectivement. Les médias disant attention, attention, ils peuvent gagner Nord-Pas-de-Calais, la PACA, le Grand Est. Il y a même des secteurs sur lesquels ils n'ont pas tellement attiré l'attention et qu'on a été à 2 doigts de gagner. Je pense à la région Bourgogne, à 2 points près, dans le cadre de cette triangulaire, on raflait la mise. Alors, bon, c'est une déception, mais c'est une victoire. Parce que on dit défaite du Front National. Ce serait une défaite du Front National si le Front National, jusqu'à présent, gérait ces régions. Mais il ne gérait aucune de ces régions. Alors, il n'a pas réussi à les conquérir, c'est entendu, mais il triple le nombre de ses conseillers régionaux. Et moi, j'ai connu... et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marine Le Pen et ce qui a été dit par ailleurs sur la progression constante du Front National. La première fois que j'ai voté pour Le Pen, c'était en 1974, il a fait moins de 1% des suffrages. Et puis on a fait 3, on a fait 5, on a fait 11% en 84, entrée fracassante au Parlement européen. Et puis en 86, avec la proportionnelle, on fait entrer 30 députés. Et puis j'étais le directeur de la campagne de 2002. En 2002, Le Pen crée la surprise formidable en évinçant le Premier ministre socialiste Jospin, avec 16% des voix au premier tour. Au deuxième tour, à la suite d'une campagne ahurissante, on fait un deuxième tour à 18%. Là, on fait des deuxièmes tours à 43%. Dans le Nord, à 45% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à 30% de moyenne nationale, nous sommes plus que jamais le premier parti de France. Et comment gagner alors, Bruno Gollnisch? Il y a un plafond de verre que vous ne pouvez dépasser, semble-t-il. Mais on a cette expression de plafond de verre. Plafond de verre, ça se casse le verre. Hein, oui. Bon, c'est pas un plafond d'acier d'abord. Et puis, on voit fleurir cette expression dans les médias. Bon, écoutez, on a déjà gagné. C'est quand même notre impuissance pour le moment, et de très peu, à conquérir ces régions. Elle a eu pour nos adversaires un prix terrible. Là, penser que cela n'a été possible de façon pratiquement frauduleuse que par le harakiri, je devrais dire le seppuku en bon japonais, on est dans le technique. De toute la gauche. C'est-à-dire que le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, qui était depuis toujours géré par la gauche, qui s'y trouvait comme les asticots dans le camembert, ils n'ont plus un seul élu, ni socialiste, ni communiste, ni écologiste, ni radical de gauche, plus d'élus, plus d'indemnités, plus de possibilités de se faire entendre, plus d'assistants, plus de bureaux au conseil régional. Bon, pareil en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, Christian Estrosi a quand même créé un conseil territorial pour, malgré tout, recycler quelques cadres du Parti socialiste. Tout ça est tout à fait illégal, bien sûr. Vous parlez de l'UMPS ? Oui, mais plus que jamais. Et on vient d'en administrer la preuve. Sans fusionner, pourtant. C'est-à-dire que
nos adversaires sont obligés quand même de s'entendre, parce que les socialistes se retirent, je te passe la rhubarbe, les autres disent quand même merci, et puis nous renvoient l'ascenseur. Évidemment, ils préféreraient que ça ne se voit pas trop. Monsieur Sarkozy souhaiterait que ça ne se voit pas trop, mais ça se voit quand même. Et le problème, quand on se coalise, c'est qu'on se coagule, qu'on se rétrécit, on rapetisse. C'est une loi absolue de la vie politique. Alors si ce n'est pas bon ce coup-ci, j'espère que ce sera bon pour le prochain coup. Ceci dit, on a beaucoup dit que c'était pour laisser des gens compétents pour gérer les régions, Bruno Gollnisch. Ah parce que, oui, c'est ça, on dit que... c'est extraordinaire. Les gens d'ânerie qu'on entend. On dit, mais attention, hein, au Front National, il n'y a pas de gens compétents, puis ils n'ont pas l'expérience du gouvernement, etc. Parce que les autres, ils sont extraordinairement compétents, puis ils ont de l'expérience, puis ils sont des gens sérieux. Dites donc, heureusement que c'est comme ça. Parce que serait la situation du pays si on n'était pas gouverné par des gens compétents, sérieux et expérimentés, hein? Moi, je crois qu'il y a besoin d'un sérieux coup de balai, et je suis persuadé que nous avons toutes les compétences. Nous avons des compétences pour faire d'excellents élus d'opposition, mais demain, d'excellents élus de la majorité. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que Christophe Goudot aurait très bien pu gérer la région Rhône-Alpes, Jacques Colombier, la région Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin, et leurs équipes. Je vous signale quand même qu'il y a aussi que dans les tours de passe-passe, il y a la création de ces immenses régions. Et comme me l'a dit un sénateur socialiste, heureusement qu'on a fusionné la région Midi-Pyrénées avec la région Languedoc-Roussillon. Louis Alliot parce serait que président de région. Si on était resté dans les anciennes régions, Louis Alliot, dont je salue aussi les performances, si on était resté dans le cadre des anciennes régions, eh bien, le Languedoc-Roussillon, il était gagné par le Front National. Coup de balai en revanche pour Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Gollnisch. C'est terrible. Est-ce que ça signifie que enfin... C'est peut-être terrible pour elle, et encore, mais... L'UMP, les Républicains, les 10 Républicains, se recentrent à droite. C'est plutôt bon signe pour le débat politique, à votre avis? Alors, ça pourrait être bon signe, parce qu'il est évident que Nathalie Kosciusko-Morizet incarnait le centre boboisant, hein, plutôt grande bourgeoise de gauche, quoi, d'origine aussi, hein, bon, et fidèle à ses origines, c'est très respectable ça. Et elle était très hostile à toute droitisation, entre guillemets, du discours. Elle s'est opposée publiquement lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle de 2012 à ce qu'on a appelé la stratégie Buisson. En fait, la stratégie Buisson, ça consiste à tenir un discours de droite. Et même, même plus qu'un discours de droite, ça consiste à tenir un discours le plus proche possible du Front National en espérant siphonner les voix. Le problème, ce n'est pas cette stratégie Buisson qui a fait échouer Sarkozy. C'est ça qui lui a permis, après un quinquennat où il n'avait tenu aucune de ses promesses, où il n'avait fait l'ouverture qu'à gauche, de limiter la casse en ne perdant l'élection qu'avec 48,5% des suffrages, alors qu'il aurait dû la perdre avec 15 points de moins. Bon, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je pense, Nicolas Sarkozy se débarrasse du boulet qui est Mme Kosciusko-Morizet pour pouvoir tenir un discours, pouvoir recommencer ce qu'il avait fait en 2007, quoi. Mais j'espère quand même que, contrairement à ce qu'avait dit un de nos grands chefs militaires, cette fois-ci, les Français n'auront pas la mémoire courte. Alors, en parlant d'éternel recommencement, Bruno Gollnisch, moi j'aurais aimé avoir votre avis. Vous étiez directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002, vous l'évoquiez brièvement tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez qu'il peut exister un parallèle, ou même il y a un parallèle entre la forme d'hystérie qu'il y a eu entre les deux tours de ces régionales et ce que vous avez connu dans l'entre-deux tours des présidentielles de 2002 ? Vous y voyez des différences ou des permanences ? Il y a des ressemblances et il y a des différences. Il y a des ressemblances en ce sens que dans l'affolement, le système a commencé quand même à tirer toutes les sonnettes d'alarme. Alors vous avez par exemple Le Monde qui se prétend un journal d'opinion,
dont on sait que... Sans S. Oui, sans S, opinion sans S, voilà, oui, c'est ça, oui. Opinion qui est en fait un journal de gauche, dans lequel d'anciens trotskistes tiennent une place tout à fait éminente, je les salue au passage. Bon, alors avait titré l'imposture. Ouais, donc on voit qu'on quitte le ton ouaté cher à la rue Saint-Guillaume d'autrefois, plus celle d'aujourd'hui. Bon, le Sciences Po d'avant M. Descoings, de Sciences Po d'avant Descoings, oui. Pour un discours de combat. Libération, c'est pareil. Je citais Challenge, qui se veut journal économique. Monsieur Bétouille est allé aussi, enfin, le journal Les Échos, etc. Bon, ils auraient pu ouvrir un débat, ils auraient pu nous inviter, on aurait pu discuter avec leurs experts, experts contre experts. On se serait aperçu que la réalité est plus complexe que ce que tous ces gens-là veulent bien nous dire. Bon, mais non, ça a été une attitude de combat. Je dis l'attitude déontologiquement, juridiquement, politiquement scandaleuse des présidents d'université de toute la région Grand Est, à l'encontre de Florian Philippot et de sa liste. Bon, mais quand même, c'était pire. En 2002, c'était pire. Il y a eu toutes ces manifestations, il y avait ces violences aussi qui s'exerçaient contre nous. Je vous rappelle que dans l'enceinte même du Parlement européen, les socialistes, les gauchistes et leurs alliés, leurs assistants, etc., ont envahi la salle de presse pour nous empêcher de tenir une conférence de presse où nous devions expliciter précisément nos positions sur l'euro et sur l'Europe. Bon. Alors, là, quand même, comme je l'avais dit, c'est la fable de Guillou qui crie au loup. Vous connaissez l'histoire, Guillou crie au loup, et ça fait sortir tous les villageois avec leurs pelles, leurs fourches, qui pensent qu'il est agressé par un loup. Il n'y a pas de loup, Guillou leur a fait une farce, ils rigolent bien. Bon, alors la deuxième fois, Guillou recommence, parce qu'il a trouvé ça très drôle la première fois. Bon, les gens sortent encore, et puis un peu moins. Et nous en sommes à ce stade. Et puis la troisième fois, Guillou crie toujours au loup, et là, il y a vraiment un loup. Bon, mais plus personne ne sort pour lui venir en aide, et le loup finit par bouffer Guillou. Alors j'espère, je ne sais pas si le loup c'est nous, je dis ça, on va dire c'est abominable, il veut dévorer ses adversaires vivants, tout crus. Je pense qu'ils sont assez indigestes en réalité, mais enfin, je pense que cette fable va illustrer la réalité, c'est-à-dire que ce discours délirant, ce discours de guerre civile, qu'a tenu notamment Manuel Valls, la démocratie est en danger. Puis alors les valeurs républicaines, attention, les valeurs républicaines. Mais c'est quoi les valeurs républicaines? C'est quoi? C'est la liberté, au nom de laquelle ils ont établi la censure, les lois Pleven, Perben, Guesso, Taubira. C'est l'égalité, au nom de la discrimination positive. Ils discriminent les étrangers en faveur des étrangers contre les Français les plus humbles. Est-ce que c'est la fraternité, au nom de laquelle ils excluent précisément de leur République le tiers des Français? Bon, c'est ça. Moi, je dois dire très sincèrement, je ne suis pas forcément moins républicain que tous ces gens-là, mais sinon que la République du coupeur de tête Robespierre a opposé au coupeur de tête djihadiste, on est assez mal parti. Bruno Gollnisch, on va terminer sur le coup de gueule du REAC, et vous nous disiez que vous avez croisé ce matin une famille bloquée cette nuit dans un train venant du sud, direction Strasbourg. Ah oui, c'est assez extraordinaire, parce que d'abord, je crois que c'est un train, théoriquement un TGV ou quelque chose comme ça, qui venait du Sud. Vous êtes membre de la Commission des Transports. Je suis membre de la Commission des Transports. Pour Claire-Tesson, on parle aussi du Parlement européen. Et je suis élu du Grand Sud-Est, si tant est que cette expression signifie quelque chose, puisqu'elle inclut la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes. Bon. Et j'ai rencontré plusieurs personnes. Il y a eu un accident. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'il y ait sur une ligne telle que celle-là des systèmes aussi vétustes que les vieux passages à niveau. Une voiture qui a été emplafonnée. Heureusement, les gens de la voiture ont eu le temps de voir arriver le TGV et n'ont pas été tués dans cette collision. Alors on comprend bien que ça peut être un cas de force majeure, etc. Les secours de remplacement, le train de remplacement a mis des heures à arriver. Les gens ont été bloqués complètement dans le noir, dans le froid, sans véritable
informations sans véritable explication. On les a transférés d'un tortillard à un autre tortillard, etc. Quand on ne leur a pas donné ni de couverture, ni de... Il faisait assez froid cette nuit. Je crois que le personnel de la SNCF dans le train était très ennuyé, nous disait-on, mais on aurait pu par des moyens quand même, enfin le préfet, ou je ne sais pas, aurait pu faire acheminer des plateaux repas, des choses comme ça. Ça se mobilise quand même assez rapidement dans ce genre de circonstances, ça devrait d'ailleurs. Quand il y a eu 2 changements successifs, et quand ils sont arrivés à Strasbourg, on avait pour plusieurs centaines de personnes, la SNCF avait en tout et pour tout réquisitionné 3 taxis, ce qui fait qu'il y en a qui ont dû traverser dans la nuit toute la ville à pied et qui sont arrivés chez eux à 3 heures du matin, la SNCF ne fournissant aucune excuse, ne remboursant pas les billets, disant que ça ne la regarde pas. Moi, il me semble que ça la regarde quand même si le passage à niveau est défaillant ou s'il y a un problème de cette nature. Je dois dire que la gestion à la SNCF de M. Pépi me paraît aussi hasardeuse dans ce domaine que ne l'était la gestion à Sciences Po de Monsieur Descoings. Bruno Gollnisch, à bientôt. À bientôt. Et bonne fête de fin d'année. Merci. Joyeux Noël.